À 82 ans, on croit que tout est réglé. On a fait sa vie, on a vu la couleur du monde, on a eu des enfants qui nous promettaient que tout irait bien. Mais il y a une chose que personne ne vous dit à cet âge. L'État attend, votre famille attend, même les bonnes intentions attendent. Et puis un jour, une assistante sociale frappe à votre porte. Vous ne l'aviez pas invitée. C'est votre fils qui l'a appelé. Et c'est à ce moment que vous comprenez que les promesses ne valent rien si vous n'avez pas les bons papiers, si vous n'avez pas pensé à vous protéger vous-même. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire, car cette histoire, c'est celle d'une femme qui a refusé de se laisser faire, d'une femme qui a trouvé un document secret que presque personne ne connaît, un document qui ne s'appelle pas un testament, mais qui a changé sa vie à 82 ans. Restez avec moi. J'ai commencé à enseigner en 1962. 35 ans, c'est long. 35 ans à Lyon, dans une école maternelle du 8e arrondissement, à apprendre aux enfants à compter, à dessiner, à vivre ensemble. J'ai vu des générations défiler devant mon petit bureau, des enfants qui revenaient m'embrasser 20 ans plus tard avec leurs propres enfants. Je me souviens d'une mère qui m'avait dit un jour que j'avais sauvé sa fille, simplement en lui permettant de s'exprimer. C'était mon métier, c'était ma vie. Après mon mariage, après la naissance de mes 2 enfants, c'était encore mon métier, c'était encore ma vie. Mon mari est mort en 1995. J'aurais pu arrêter de travailler, mais je n'ai pas voulu. Je voulais garder ma dignité, mon autonomie, mon indépendance. Alors j'ai continué à enseigner jusqu'à ma retraite en 1997. 35 ans. Après, j'ai eu le temps que je voulais. Le samedi, je descendais au marché. Chaque samedi, c'était sacré. Le marché quai Saint-Antoine, avec ses vendeurs qui me connaissaient par mon nom, qui me réservaient les plus belles tomates, qui m'expliquaient la qualité de leurs fruits. C'était mon moment. Je passais 1 heure à choisir les ingrédients du déjeuner du dimanche. Mon fils venait de Bordeaux, ma fille de Paris, pas toujours, mais souvent, et nous déjeunions ensemble. C'était notre rituel. Je préparais un gigot, des légumes, une daube, rien de compliqué, mais fait avec les bonnes tomates du marché, avec les bonnes herbes de mon jardin. Mon jardin, c'était mon refuge. Un petit jardin derrière mon appartement rue de la République, un immeuble où j'avais vécu pendant 50 ans. Dans ce jardin, j'avais planté de la lavande, des roses, du thym, rien que des choses qui sentaient bon, qui résistaient à l'automne, qui renaissaient chaque printemps. Je passais mes après-midi à tailler, à arroser, à respirer l'odeur de la terre et du ciel. Les gens me disaient que j'étais courageuse de vivre seule, que c'était difficile. Mais je n'étais pas seule. J'avais mon jardin, j'avais mes souvenirs, j'avais ma vie. J'avais ma voisine, Madame Renaud, qui vivait à côté, une femme de mon âge, veuve aussi, qui jouait au bridge le jeudi avec les dames du quartier. Nous prenions le café ensemble, nous parlions de tout et de rien.
rien de grave, rien d'important, juste les choses de la vie. Je me disais que j'avais réussi. J'avais une retraite correcte, une maison que j'aimais, une famille qui m'aimait. Tout était équilibré, tout était sous contrôle. Mais un jour, l'équilibre s'est cassé. Ce jour-là, j'avais 79 ans. Non, attendez, j'avais 80 ans. Le temps passe vite quand on est vieux. Mon fils, qui travaillait à Bordeaux dans une agence immobilière, avait appelé sa sœur à Paris. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais j'ai senti quelque chose. C'était dans le ton de leur voix, dans la façon dont ils m'appelaient plus souvent, dans leurs questions bizarres sur ma santé, sur mon aide ménagère, sur mon médecin. Ils pensaient que je ne remarquais rien, mais moi, j'avais remarqué. Et puis une semaine normale, une mardi matin normale, alors que j'étais au marché, ma concierge m'a dit qu'une femme était venue me chercher. Une assistante sociale. De la Sécu, je crois. Elle voulait m'aider. C'était extraordinaire. Personne ne m'avait demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne m'avait dit « Madeleine, nous pensons que tu as peut-être besoin de quelqu'un. » Non, on me l'a envoyé sans prévenir, comme si on livrait un colis, comme si je n'avais pas mon mot à dire. Je l'ai appris plus tard. Mon fils l'avait appelé. Il avait dit à cette femme que sa mère vivait seule, qu'elle était vieille, qu'elle n'était peut-être pas assez surveillée. Il y avait une brèche, un petit doute qu'il avait semé, et maintenant l'État entrait dans ma vie par cette brèche. La première visite de cette assistante sociale, c'était honteux. Elle s'appelait Madame Bernard. Elle était gentille, elle était professionnelle, mais elle me regardait comme si j'étais transparente, comme si ma vie n'était qu'une série de problèmes à résoudre. Elle a regardé ma cuisine, elle a noté quelque chose sur un papier. Elle a regardé mon escalier, elle a demandé si je montais les escaliers tous les jours. Tous les jours. Ça vous fait souffrir? Non. Vous ne tombez pas? Non. Mais bon, à votre âge, on ne sait jamais. À votre âge, comme si le fait d'avoir 82 ans signifiait qu'on était automatiquement fragile, automatiquement en danger. Puis elle a posé la question que j'attendais. Et vos enfants, ils vous aident? Je lui ai dit que j'avais une fille à Paris et un fils à Bordeaux, que nous nous voyions souvent, que tout allait bien. Elle a écrit quelque chose. Je suis sûre qu'elle a écrit « La famille est éloignée, elle ne peut pas vraiment aider ». Après son départ, j'ai appelé mon fils. Je lui ai demandé pourquoi il avait envoyé cette femme. Il a minimisé. Il a dit que c'était juste une visite de routine, que le médecin l'avait conseillé, que ce n'était rien. Mensonge, je le savais. Et puis, quelques jours plus tard, une brochure a apparu sur ma table de cuisine. Une très belle brochure, avec des photos de jardins bien entretenus, de femmes âgées qui sourient, de chambres décorées dans le style moderne. EHPAD, c'était écrit. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une maison de retraite. Quelqu'un l'avait oublié là, par accident. Mon fils ne l'avait pas laissé lui-même, mais il l'avait peut-être lu avant. Peut-être qu'il l'avait commandé.
Peut-être qu'il l'avait mise là pour que j'y réfléchisse, doucement, sans pression. C'est comme ça qu'on procède avec les parents. On ne leur demande pas. On les amène à la conclusion que c'est le mieux pour eux. Ma fille a appelé un dimanche. Elle m'a dit « Maman, on s'inquiète pour toi. C'est nouveau. » Elle n'avait jamais dit ça avant. « Pourquoi vous vous inquiétez? Parce que tu es seule, tu sais. Les accidents, ça existe. Une chute, un problème de santé, et qui va t'aider? Et à qui vas-tu appeler? » Je lui ai dit que j'avais un téléphone, que je pouvais appeler le 15, que je connaissais mes voisins. Mais je sentais dans sa voix quelque chose de déterminé. Ils avaient déjà pris la décision. Ils attendaient juste que moi, je accepte. C'est très français, ça. On n'impose jamais rien directement. On vous cultive le doute. On vous entoure de petites interventions. Et puis un jour, vous vous retrouvez à signer les papiers sans vraiment savoir comment vous y êtes arrivé. Je ne sais pas exactement quand j'ai décidé d'agir. Peut-être une nuit où je n'arrivais pas à dormir, peut-être en regardant mon jardin et en pensant que j'allais le quitter pour une chambre d'EHPAD avec une fenêtre sur un parking. Peut-être quand j'ai réalisé que mon corps était encore fort, que ma tête était encore claire et que j'avais le droit de décider de ma vie. Je me souvenais d'une discussion que j'avais eue des années plus tôt avec mon notaire, Mai Dubois. C'était pour mon testament. Il m'avait parlé de beaucoup de choses, et il y avait une chose qu'il avait mentionnée à peine, comme si c'était un détail sans importance, une sorte de note en bas de page. Le mandat de protection future. Il avait dit que c'était utile pour certaines personnes, pour celles qui voulaient contrôler leur avenir, si jamais elles devenaient incapables. À l'époque, je n'avais pas vraiment écouté. C'était pour les autres, pour les gens malades, pour les gens qui avaient des problèmes. Mais maintenant, à 82 ans, quand on voit qu'on est en train de perdre le contrôle de sa propre vie, on se souvient de ces détails. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Mai Dubois. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir, que c'était urgent. Il m'a dit de venir la semaine suivante. Je n'ai rien dit à mes enfants. Je ne leur ai pas dit que j'allais faire quelque chose, parce que je savais qu'ils essaieraient de me convaincre, qu'ils diraient que ce n'était pas nécessaire, que j'étais alarmiste, que je leur faisais du mal. Alors je suis allée seule. Le notaire était dans le 5e arrondissement. Je me suis levée tôt un mardi matin. J'ai pris l'autobus. J'ai compté mes pièces pour le billet. C'était important. Je voulais me rappeler que j'étais capable de faire ça toute seule, d'aller quelque part, de prendre les transports, d'avoir un objectif et de l'accomplir. En marchant vers le bureau de Mai Dubois, je me sentais vivante, vraiment vivante, pas comme une personne en attente de soins, pas comme une mère à protéger, mais comme une femme qui avait encore des choses à dire sur sa propre vie. Mai Dubois m'a reçu dans un bureau plein de livres, avec des murs en bois clair. Il m'a proposé un café. Il était gentil, mais j'avais l'impression qu'il trouvait que j'étais trop vieille pour prendre des décisions si importantes. C'était écrit sur son visage.
mais il a écouté. Je lui ai expliqué la situation, ma famille qui s'inquiétait, la brochure de l'EHPAD, les questions douces mais insistantes sur mon autonomie. Il a haussé la tête. Et puis je lui ai dit « Je veux un mandat de protection future ». Il a levé les yeux. « C'est rare à cet âge », a-t-il dit. « Les gens font surtout des testaments. Mais c'est une très bonne idée. » Il m'a expliqué en détail ce que c'était. Un mandat de protection future, c'est un document légal qui vous permet, pendant que vous êtes lucide et capable, de décider à l'avance ce qui se passerait si vous deviez perdre vos capacités mentales. Ce n'est pas un testament, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la vie, pour le cas où vous ne pourriez pas décider vous-même. Vous désignez une personne de confiance, un mandataire, qui prendra les décisions à votre place. Acheter ou vendre la maison, gérer les comptes, prendre les décisions médicales. Mais ce mandataire, vous le choisissez. Pas un tribunal qui vous attribue un tuteur, pas une institution. C'est votre choix, votre contrôle, jusqu'à la fin. Et c'est là que j'ai compris pourquoi mes enfants ne savaient pas de ça. Parce que si j'avais un mandat de protection future, ils ne pourraient pas me forcer à aller dans une maison de retraite. Si je devenais un jour incapable de décider, c'est la personne que j'avais choisie qui déciderait. Et cette personne, je savais déjà qui elle serait. Madame Renaud, ma voisine. La femme qui prenait le café avec moi, qui jouait au bridge, qui était veuve comme moi, qui comprenait la vie sans mari, sans enfant auprès d'elle. Elle avait des enfants aussi, mais elle était aussi un peu seule, aussi un peu oubliée. Nous nous comprenions. Je savais qu'elle prendrait soin de moi, et surtout, je savais qu'elle ne me forcerait pas à m'en aller si ce n'était pas nécessaire. Elle respecterait mon autonomie parce qu'elle en voyait l'importance. M. Dubois a pris les notes. Il a préparé le document. J'ai signé en sa présence. 2 témoins ont signé aussi. Tout s'est passé très légalement, très officiel. Et puis c'était fait. Je n'étais plus une mère à risque, une femme de 82 ans en danger. J'étais une femme qui avait pris soin d'elle-même, qui avait pensé à son avenir, qui avait les papiers pour le prouver. Quand j'ai dit à mes enfants que j'avais signé un mandat de protection future et que Madame Renaud était ma mandataire, il y a eu un silence. Un long silence. Mon fils a dit « Mais pourquoi pas nous ?» Ma fille a dit « Maman, tu ne nous fais pas confiance ?» Je leur ai expliqué. Ce n'était pas une question de confiance, c'était une question de protection. Je les aimais, mais je ne voulais pas que leur inquiétude pour moi devienne une pression sur moi. Je ne voulais pas que leur vision de mon avenir remplace ma vision. Et Madame Renaud avait besoin d'une responsabilité, d'une raison de se sentir utile. Et moi, j'avais besoin de garder mon autorité. Après cette conversation, les choses ont changé. Mon fils a arrêté de chercher une EHPAD. Ma fille a arrêté de poser des questions bizarres sur ma santé. L'assistante sociale n'est jamais revenue. C'était comme si une barrière légale avait été construite autour de ma vie,
et personne ne pouvait la franchir sans mon accord. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, je vais encore au marché chaque samedi. J'ai 77 ans d'ancienneté à ce marché. Les vendeurs me connaissent toujours. Ils me sauvent toujours les meilleures tomates. Je rentre chez moi, je cuisine pour le dimanche, et quand mes enfants viennent, nous mangeons ensemble. Pas parce qu'ils s'inquiètent de moi, mais parce qu'ils m'aiment, et c'est différent. Mon jardin a fleuri cette année plus que jamais. La lavande est magnifique. Quand le vent souffle, elle sent bon jusqu'à l'appartement de Madame Renaud. Elle vient souvent regarder, et nous parlons du futur sans crainte. Si un jour je ne peux plus décider, elle décidera pour moi. Pas l'État, pas ma famille, pas une institution. Elle qui m'aime, qui m'écoute, qui me connaît. C'est ça la vraie protection. Ce n'est pas un nom sur une brochure d'EHPAD, c'est un papier signé devant un notaire. C'est le droit, c'est la dignité, c'est l'amour. Et à 82 ans, ça change tout, vraiment.